Je vais demander donc à Pascal Berthaud et à Christian Coeste de me rejoindre pour la prochaine étape de notre matinée. Alors, d'abord, je suis très contente qu'ils aient accepté tous les deux de faire ce dialogue en direct, en live et sur scène, parce que on peut dire que les relations entre OpenStreetMap et l'IGN, ça a été quelque chose d'un petit peu compliqué. Au début, on a entendu tout et n'importe quoi, et je dois dire, de part et d'autre. Oui, voilà. Non, mais ça sera peut-être à la fin. En fait, à la fin de la journée, ce sera ça. Les chevalets seront dans le bon sens. Donc au début ça a été tout et n'importe quoi. Ensuite on est passé dans la phase comme disait observation. Ensuite il y a eu des prises à partie par voie de presse, etc. Et puis bon, en même temps, je pense que plein de gens commençaient à sentir que on ne pouvait pas du tout rester justement dans une approche d'opposition, mais qu'il fallait passer à autre chose, changer de dimension. Et je pense qu'on a là, avec moi sur scène, les deux personnes qui ont œuvré vraiment au quotidien pour que justement on change de point de vue et de façon de voir. Et donc l'idée, voilà, c'est plutôt justement que de continuer à ce que chacun fasse sa présentation, etc. C'est de faire cette présentation, de se poser cette question, institutions et communautés au service de l'information géographique, comment et pourquoi collaborer, et de le faire un petit peu sous forme d'un dialogue. Donc voilà, pourquoi est-ce qu'on en est aujourd'hui à la collaboration, c'est-à-dire qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui fait qu'on ne peut plus garder un regard de simple opposition. Donc il y a les petits mecs sympas dans leur coin qui, avec leur GPS, qui nous font des petites routes, c'est cool, c'est sympa, etc. Mais ça vaut rien. Et de l'autre, on a l'institution qui sait faire, qui a ses agents de terrain, ses GPS Trimble, etc. Pourquoi cette vision? Et il faut l'exploser. Qu'est-ce qui s'est passé? Pascal? Vous avez des... Voilà. Je crois que ce qui s'est passé, c'est effectivement l'émergence de ces mouvements collaboratifs. On l'a vu dans d'autres secteurs avant la cartographie, que ce soit dans le disque, dans le livre, et puis effectivement ça émerge dans la cartographie. Donc c'est vrai qu'on a d'abord, comme toujours, une phase d'adaptation, en disant tiens, c'est curieux quand même, il y a des citoyens bénévoles qui font un métier pour lequel aujourd'hui on salarie des gens. Alors c'est un petit peu plus compliqué. Moi, je crois que en tant qu'IGN, et Dieu sait si des évolutions de notre environnement, on en a vu dans les dernières années, celle-là est une évolution de l'environnement parmi d'autres. Et je crois qu'à partir du moment où ces mouvements collaboratifs émergent, notre responsabilité, d'une part, c'est de s'adapter. Et s'adapter, ça veut dire qu'à un moment, ce que fait le collaboratif, c'est peut-être autant en moins que le service public n'a pas à faire. On verra dans le détail comment ça peut s'organiser. Et puis, de façon générale, effectivement, je crois que ces mouvements qui existent, comment peut-on collaborer, comment peut-on les valoriser? On est, je dirais, j'ai cité l'industrie du disque, l'industrie du livre, on est dans les mêmes systèmes. Vous pourrez parler des questions d'encyclopédie aussi. Comment on arrive effectivement à s'adapter par rapport à ces mouvements qui sont des vrais changements sociétaux. Oui, mais alors si on regarde l'industrie du disque et l'industrie du livre, pour l'instant, ils ont du mal à s'adapter. On est toujours dans une phase de guerre ouverte. Vous allez tuer mon business, etc. Alors que moi, je le vois côté consommateur, ayant des enfants qui consomment de la musique, de la lecture, etc. Pour eux, ils ont réglé le problème, mais les industriels ne les ont pas réglés. Et c'est plus, voilà, c'est en termes d'institutions, c'est quand même pas évident. Enfin, j'entends bien que vous disiez il faut qu'on les trucs. Non, mais c'est pas évident pour le collaboratif, mais je veux dire, l'IGN en l'espace de, on va dire 10 ans. A été confronté à ce que nous on appelle une quadruple révolution. La première, chers amis, c'est vous, IDG. Tout d'un coup, on était les seules institutions publiques à produire de l'information géographique. Tout d'un coup, ça se décentralise et tout le monde se met à en produire.
La deuxième, c'est la société multinationale ou les sociétés multinationales qui tout d'un coup se mettent à produire de l'information géographique, tout simplement parce que comme les terminaux deviennent mobiles, l'internet devient géographique, et là où on était tout seul à produire de l'information, on se retrouve dans un bain mondial accéléré. La troisième, c'est le collaboratif. Donc je crois qu'il faut arriver à trouver des équilibres avec, en tout cas nous, c'est ce qu'on a essayé, c'est de dire finalement dans ce cadre-là, c'est quoi le rôle d'une institution, et est-ce que c'est d'essayer d'aller se battre avec TUT, avec OSM, ou est-ce que finalement le job de l'institution, on voit bien, c'est revenons à ce qui a fait qu'on a créé l'IGN, en tout cas son lointain ancêtre en 1666, c'est-à-dire que quelque part à un moment on a besoin de créer un référentiel d'autorité des données qui soit une description du territoire à peu près exhaustive, qui soit la même partout, qui soit mis à jour de façon régulière, qui soit neutre, sujet particulièrement important, et ça c'est l'objectif. À partir de cet objectif-là et dans le monde dans lequel on est, comment s'organise-t-on effectivement pour arriver à produire cette description du territoire? Et je crois que le collaboratif c'est un phénomène. Comment peut-on effectivement en tirer le meilleur? Comment peut-on l'aider à se développer? Parce que justement par rapport à cet objectif qui est une description du territoire d'autorité. Je crois que la grosse révolution, en fait, c'est Internet. Internet a fait que là où il y avait un rapport dans la société entre des producteurs et des utilisateurs, tous les utilisateurs peuvent aussi devenir producteurs de musique, peuvent devenir producteurs de texte. L'industrie du livre va peut-être pas très bien, mais les blogs avec tous les textes personnels qu'on peut facilement publier, qui n'étaient pas publiables avant sans passer par un éditeur, un imprimeur, etc., des coûts très élevés. C'est ça, la révolution, elle est là. Donc le citoyen qui n'était qu'un utilisateur de cartes qui étaient assez génériques, qui ne répondaient pas forcément exactement à son besoin. Je pense par exemple aux cyclistes. On a une surreprésentation des cyclistes au niveau des contributeurs OpenStreetMap. Pourquoi? Parce qu'il y a relativement peu de cartes de qualité qui sont faites spécialement pour les cyclistes. Donc ils se sont emparés du problème, ils se sont dit bon, personne ne fait des cartes pour nous, et ben on va les faire nous-mêmes pour nous. Et ça, c'est Internet qui permet ça. Donc le citoyen, le consommateur, le client, c'est la même personne. Tout d'un coup, il devient aussi éventuellement un créateur, un producteur. Il peut aussi devenir, on en a parlé un peu avant, un capteur. Quand je me déplace avec mon application TomTom, parce que oui, ça m'arrive d'utiliser l'application TomTom, j'utilise aussi l'application Waze, et ben je sais que mon trajet il est enregistré. Bon, c'est pas une atteinte à ma vie privée, ça peut l'être si vraiment on veut faire n'importe quoi, mais ça va permettre d'améliorer les cartes en général et le service qu'on me rend, et qu'en plus en grande partie on me rend gratuitement. Donc bon, tout le monde y gagne, quoi. Voilà, c'est alors effectivement il y a d'anciens modèles économiques qui résistent mal à ces ruptures. Mais bon, quand l'ampoule électrique a été inventée, oui, les fabricants de bougies, ils ont eu des problèmes. Depuis, ils ont inventé le cierge. Voilà, ça permet de pleurer, machin et tout. Bon, voilà. Mais donc il y a des moments où il faut comprendre que oui, on est en face d'une rupture, on ne peut pas y résister. On est obligé de l'accompagner, et parfois il faut arrêter de marcher, d'être à son train-train, puis tout d'un coup, oui, il faut se mettre en déséquilibre, il faut faire un saut, il faut faire un pas, il faut rattraper une sorte de retard qu'on aurait accumulé sans s'en rendre vraiment compte, parce que tout d'un coup on se dit, zut, il y a plein de gens qui m'ont doublé, tiens, qu'est-ce que c'est là, OpenStreetMap, TUT, ça m'évitera de les prononcer, donc c'est pas mal. Puis on sait pas qui c'est du coup. Voilà. Mais je pense qu'il faut comprendre que le mouvement qu'il y a derrière OpenStreetMap, c'est un mouvement. On me pose souvent la question, est-ce qu'il y a un modèle économique? Franchement, non, il n'y en a pas, parce que ça n'a pas été créé avec une volonté particulièrement économique dans l'histoire. C'est-à-dire le modèle, c'est de créer un bien commun.
Alors, moi j'aime pas le mot économique dans modèle économique. C'est un modèle de fonctionnement, mais il n'a pas de but particulièrement économique. Par contre, il peut avoir des impacts économiques, et ça c'est vrai, je le comprends tout à fait. Donc ce qu'il faut qu'on trouve, c'est des moyens de travailler ensemble, de collaborer, de ne pas être que des citoyens consommateurs de services, mais aussi fournir en retour des choses et puis être utile là où on peut être utile. Parce qu'on sait tous très bien que l'information géographique, c'est une information qui a une particularité, c'est qu'elle décrit le terrain et que le terrain fait que de changer. C'est quand même un sacré challenge, quoi. Donc si on veut décrire le terrain en restant à jour et avec un maximum de détails, il faut énormément de monde sur le terrain. C'est combien juste pour rappeler quelques chiffres, très très brièvement. En moyenne... Combien de contributeurs en France? Combien de mises à jour, de contributions plus exactement? On a à peu près tous les jours en France aux environs de 200 contributeurs différents qui ajoutent des données. Par mois, ça fait à peu près 3000 personnes. Et dans le monde, vous rajoutez un zéro, quoi. La France est un des pays les plus actifs au niveau OpenStreetMap par rapport à sa population. Le plus actif étant l'Allemagne. Et en rapport population-contribution, je pense qu'on est en deuxième position derrière l'Allemagne. Après, il y a les États-Unis, les Russes, mais ils sont beaucoup plus nombreux que nous, donc ils trichent un peu d'une certaine façon. Et voilà, donc on a des données qui, on sait aussi très bien, et ça faut pas se leurrer, hein, OpenStreetMap n'a pas des données exhaustives sur le territoire français. Il y a des zones où on va avoir des contributeurs qui sont beaucoup plus nombreux et plus denses. C'est des zones où il y a plus de population, hein, c'est assez mécanique. Et puis on a des zones où il y a moins de contributeurs, donc la mise à jour des données est un peu moins bonne, ça c'est évident. Alors justement, maintenant, comment concrètement s'établit cette collaboration entre deux structures aussi différentes que l'IGN et OSM? Donc on va peut-être passer la parole à Pascal pour commencer. Peut-être juste un mot pour finir sur le sujet précédent. En gros, IGN, c'est à peu près 150 collecteurs de données sur le terrain à plein temps pour, en gros, 10 millions d'objets modifiés dans la base de données mère qui doit en compter entre 200 et 250 millions à peu près. 10 millions par an ? 10 millions de modifications d'objets modifiés, si vous voulez, dans la base de données mère. Oui, mais 10 millions tous les combien ? Par an. Par an. Et je dis ça parce qu'on voit effectivement que les deux modes d'intervention sont en réalité complètement complémentaires entre une intervention de balayage complètement systématique et une intervention qui fait appel effectivement pour le coup à un nombre de contributeurs beaucoup plus important, mais qui évidemment passe pas sa vie à faire ça parce que faut quand même manger de temps en temps, donc faut avoir un métier. Voilà, donc et c'est là où il y a une vraie complémentarité. Alors justement par rapport à la question comment on peut organiser la collaboration, alors on est en train d'y travailler, hein, parce que comme vous l'avez dit, c'est pas évident, et des différences culturelles, des différences de vision sociologique, économique, etc., qui sont assez profondes. Le sentiment, moi, que j'en ai, c'est qu'en gros, par rapport à IGN, OSM apporte finalement trois types de choses. D'abord, c'est effectivement une communauté, et c'est 3000 contributeurs par mois, c'est des outils, et puis après, c'est des données. Je crois que justement où on essaye de travailler ensemble, c'est d'abord sur comment peut-on arriver à partager de la collecte d'informations, comment peut-on arriver à faire travailler la communauté avec l'institution, ce qui est une voie dans laquelle on réfléchit. On a, je crois, énormément à faire ensemble sur les outils, parce que quand je dis que IGN doit s'appuyer et doit effectivement utiliser le collaboratif, autant essayer de travailler avec les gens qui, justement, ont développé les outils qui vont bien sur le collaboratif. Et je crois que Christian le disait,
comment dire, globalement, effectivement, ceux qui arrivent les derniers sur un sujet sont toujours ceux qui disposent évidemment des technologies les plus performantes. Et donc je pense que tout l'enjeu pour des vieilles institutions comme l'IGN, c'est effectivement d'arriver à travailler avec ceux qui arrivent. Là, en l'occurrence, c'est pas que les gens d'OpenStreetMap sont plus intelligents ou plus je sais pas quoi que les gens de l'IGN, simplement c'est qu'ils viennent du monde du web avec des technologies qui, par construction, effectivement, aujourd'hui, sont plus modernes, sont plus efficaces, et donc je crois qu'on a beaucoup de travail à faire là-dessus. Et puis après, on a la collaboration sur les données qui est plus compliquée, je pense qu'on sera amené à en parler, parce que on a des modèles économico-sociologiques qui sont un petit peu différents. En gros, mais Christian le dira, modèle de la communauté OSM, c'est un modèle qui est vraiment basé sur le partage, c'est-à-dire que par principe, si je prends des données, je dois remettre ce que j'ai complété, enfin, tu expliqueras ça mieux que moi, alors qu'effectivement, IGN est, pour des raisons économiques, basé sur un modèle dont une partie des utilisateurs doivent en partie financer les données. Alors quand je dis une partie des utilisateurs, on a quand même énormément évolué par rapport à ce qui pouvait exister il y a encore 3-4 ans. Aujourd'hui, un certain nombre de couches d'information de l'IGN sont en open data. La plupart des référentiels sont gratuits pour le secteur public. Et puis il reste effectivement quelques référentiels qui sont payants. Juste une petite anecdote, parce que en prenant ma plaquette tout à l'heure, j'ai discuté avec quelqu'un qui est dans la salle et je lui ai dit, quand même, voilà, c'est que les référentiels sont gratuits pour le secteur public. Et la réponse a été, ouais, mais pas tous. Oui, mais le problème de fond, et ça nous amène à des sujets qui dépassent très largement le débat d'aujourd'hui, c'est qu'effectivement, les agents de l'IGN sont sur un mode salarié, donc il y a besoin de les payer, et l'État ne donne pas à l'IGN de quoi payer les salariés, et lui demande effectivement, dans son modèle économique, de demander aux usagers de contribuer effectivement à la production de ces données. Oui, c'est sûr. Alors, du coup, si on reprend peut-être les choses point par point, j'aime bien cette différenciation, donc la communauté, les outils et les données. Donc les données, continuons là-dessus. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous arrivez à travailler, ou finalement la licence est un point de blocage complet par rapport à ça? Alors, moi, je vais revenir sur le rapprochement qui s'opère en ce moment. Si on s'est rencontrés, ça fait déjà au moins 1 an et demi qu'on a fait nos premières réunions ensemble. On a fait aussi des rencontres techniques pour montrer à des personnes de l'IGN comment on fonctionne, notre modèle de données, nos systèmes d'API, les historiques, etc. Enfin, pour mieux se connaître l'un l'autre. Parce que déjà, je pense qu'on peut... C'est la première étape. C'est-à-dire, si déjà on ne se connaît pas, on ne peut pas envisager de se fiancer d'une certaine façon avant un mariage ou je sais pas quoi. Donc vous voyez, il faut quand même une sorte de... On se fait pas la cour, mais bon, il faut quand même une petite approche pour se connaître, quoi. Donc, parce que je pense que les premières réactions, les pics qu'il y a pu y avoir, qui ont pu être visibles, je pense que c'est surtout par méconnaissance des uns des autres. Donc à partir du moment où on commence à mieux se connaître, on peut déjà se parler tranquillement et puis expliquer nos valeurs, nos problèmes, voilà. Donc sur la partie des données, aujourd'hui, l'IGN, un peu comme le fabricant de bougies, il ne peut pas du jour au lendemain se mettre à fabriquer des ampoules. Donc il y a une phase de transition par rapport aux données, par rapport à la vente, à la commercialisation des données, par rapport au modèle économique de l'IGN. Ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Donc ça, déjà, nous, au niveau des responsables d'OpenStreetMap France, quelque chose qu'on a aussi dû faire comprendre à des contributeurs qui, d'une certaine façon, étaient très demandeurs de « mais c'est pas normal, c'est mes impôts qui payent ça, etc. Il faut que j'y ai accès. » Bon, on va dire, attendez, calmez-vous, c'est pas aussi simple la situation. On va essayer de voir, et puis ça va évoluer, mais ça va pas évoluer du jour au lendemain. Donc, en attendant, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. Ouais, mais alors, attendez, je continue. Excusez-moi, je m'accroche un peu là, comme un pou. Il y a quand même. Enfin, moi, ce que j'entends aujourd'hui, par exemple, l'IGN a quand même développé une politique de partenariat
avec des IDG, avec des différents groupes thématiques, etc. Je pense par exemple avec ce qui peut se passer par exemple avec des SDIS. Donc, avec des SDIS, notamment autour de l'adresse et puis d'autres informations, où c'est déjà des contributeurs extérieurs qui vont alimenter en partie les bases de données du RGE. Et en même temps, ces gens-là sont aussi intéressés par fournir ces données à OSM et que les gens d'OSM permettent de récupérer les bouches à clé, machin, etc. Donc comment est-ce que on va y arriver là quand même à quelque chose? Oui, bien sûr, ça avance. Ce qu'il y a, c'est qu'OpenStreetMap, le fondamental d'OpenStreetMap, c'est en fait la licence, et dans notre licence, on a fait un choix clair qui est le choix du bien commun. C'est-à-dire qu'on considère que les données géographiques que l'on collecte, que l'on crée, que l'on constitue au sein d'OpenStreetMap doivent être un bien commun. Ça veut dire que par rapport au problème que je signalais quand même de la mise à jour de ces données géographiques, il faut que ça ne soit pas un pot où chacun vienne se servir sans jamais remettre quelque chose en retour. Donc on a fait un choix d'une licence avec une clause de partage à l'identique, donc qui impose de repartager les améliorations. Du coup, le pot commun, le bien commun s'améliore sans arrêt. Alors évidemment, cette clause pose un problème par rapport à des licences de type privative parce que du coup, la vente des données en elle-même ne peut même plus s'envisager, quoi. Donc, par contre, la vente de services sur les données peut s'envisager. Donc ça, c'est là où la transformation entre le fabricant de bougies et le fabricant d'ampoules s'opère. Donc au niveau d'OpenStreetMap, aujourd'hui, il n'y a pas de possibilité de modifier ça, parce que déjà, moi, je m'occupe d'OpenStreetMap France, qui est une association française qui fait la promotion du projet, mais je n'ai aucun pouvoir de changement sur les choix qui ont été faits au niveau mondial par la fondation OpenStreetMap, et il n'est absolument pas question aujourd'hui qu'on modifie la licence d'OpenStreetMap. Et puis, c'est une licence qui parfois a été décrite comme contaminante ou virale, etc. Je dirais que le partage, c'est quand même une valeur qui est plutôt positive. Moi, je ne le vois pas comme une maladie. Donc, j'aimerais bien que ce soit une épidémie, le partage, que tout le monde se mette à partager, qu'on ne se pose pas de questions. Surtout qu'on est dans quelque chose d'assez particulier. On est dans des biens immatériels. Les biens immatériels, ça se partage à l'infini sans perte de valeur. La valeur se multiplie même quand on les partage. Si chacun on a une idée et qu'on se partage cette idée, au retour, on a tous les deux idées. Donc, alors que souvent on fait référence à des biens matériels, donc quand on va penser carte, et si on pense carte papier, évidemment, si je partage la carte en deux, j'ai deux morceaux de carte, quoi, j'ai pas deux cartes. Donc, alors que si c'est une carte numérique, je peux. Vous voyez, ça c'est aussi un paradigme qui change, une rupture, et parce qu'on est passé dans l'immatériel. Oui, je crois que effectivement, il faut admettre qu'on a aujourd'hui deux philosophies différentes. Schématiquement, d'un côté, c'est j'alimente des bases de données, je les mets à disposition de tout un chacun, et tout un chacun doit, s'il publie ces données, les republier selon la même licence. Donc gratuitement, parce que le sujet, il est toujours autour de ça. Ça veut dire... Partager les améliorations. Partager les améliorations. C'est surtout ça. Ça veut dire, typiquement, pour être clair, que TomTom ou Nokia, ou les gens dont le métier, quelque part, est de vendre des données, s'ils veulent utiliser OpenStreetMap, ça veut dire qu'il faut qu'ils mettent leur base de données géographique dans OpenStreetMap. Je caricature un petit peu, mais... Et donc, comme évidemment, c'est le cœur de leur, quelque part de leur métier, ils le mettent pas. Donc ça veut dire que de fait, les gens qui offrent un service de guidage GPS ne peuvent pas utiliser commercialement OpenStreetMap. IGN, on est dans une logique qui est un petit peu différente, qui est de dire, nous on essaye d'entretenir des socles en
garantissant, encore une fois, partout, un certain niveau de mise à jour sur l'ensemble du territoire, etc. Et puis, selon l'usage, effectivement, la licence est un peu différente. Voilà, si vous êtes secteur public, vous avez effectivement le référentiel à grande échelle gratuitement. Si vous faites du business avec, il faut payer un peu, etc., etc. Et donc, effectivement, il y a une certaine incompatibilité. Cela dit, pour répondre à votre question, la compatibilité, elle peut se retrouver, puisqu'on travaille en ce moment beaucoup sur le sujet de base adresse nationale. Les gens qui contribuent, je pense, je suis assez persuadé que ce qu'on va arriver à faire, c'est qu'ils contribueront à la fois à la base adresse nationale gérée par l'IGN et à une autre base adresse nationale, la Bano de OSM. Et à nous de nous débrouiller pour arriver à ce que tout ça se réponde. Est-ce que d'une certaine façon, il y a effectivement une base complètement ouverte, mais en gros avec laquelle on ne peut pas faire de business, et puis il y a une base avec des caractéristiques un petit peu différentes en termes d'exhaustivité, de machin, de ci, de ça, de l'hygiène. C'est vraiment sur ça qu'on travaille, et c'est pas forcément incompatible. Alors, peut-être décrire précisément. Donc, est-ce que tout le monde sait ce que c'est que la Bano ? Voilà, il va falloir préciser un peu. Donc, où ils dorment, où ils ne savent pas. Donc, où ils attendent le café avec impatience. Donc, est-ce que tu repréciser très rapidement, parce que je vois que le temps tourne. Vous avez entendu parler de la BAN, par contre, la base adresse nationale. Donc, au niveau d'OpenStreetMap, on a créé ces dernières semaines, donc c'est tout frais, si vous n'êtes pas au courant, vous avez des excuses. On a créé une base d'adresse nationale ouverte, donc sous licence libre, en s'appuyant d'une part sur les données adresses qu'on avait dans OpenStreetMap en France, c'est-à-dire à peu près 2 millions d'adresses, sur les données adresses qui sont disponibles en open data ici ou là, ça représente à peu près 1 million, et puis on a complété en utilisant des adresses qu'on a collectées auprès à travers le site web du cadastre. Donc on a créé une base, il y a à peu près 15 millions d'adresses aujourd'hui. Et notre idée, c'est de mettre en place un guichet pour améliorer cette base de données de façon collaborative, de le faire en dehors d'OpenStreetMap, parce que les outils OpenStreetMap ne sont pas forcément totalement adaptés à la gestion d'une base aussi spécifique et particulière. Et puis, on voudrait aussi mettre en place un système beaucoup plus précis sur qui sont les intervenants pour avoir un niveau de confiance et un niveau par rapport à l'autorité qu'il y a derrière le contributeur. Est-ce que c'est une commune? Est-ce que c'est un SDIS? Est-ce que c'est un citoyen? Voilà, donc c'est important d'avoir ce distinguo. Et l'idée de ce guichet unique de la Bano, c'est que tout ce qui sera apporté comme amélioration sera reversé dans OpenStreetMap d'un côté, mais sera aussi partagé avec l'IGN. Donc pour qu'on n'ait pas à signaler des modifications, des changements, des créations à plusieurs endroits, pour pouvoir faire simplifier vraiment le travail, qu'on n'ait qu'un endroit où on a besoin. En mettant une modification dans ce guichet unique, l'information sera diffusée dans OpenStreetMap, dans la base adresse nationale ouverte, et sera diffusée aussi automatiquement auprès de l'IGN. Alors après, chacun en fait ce qu'il veut, dans ces trois acteurs, mais au moins voilà, on casse un mur d'un certain côté pour pouvoir commencer une collaboration de ce côté-là. C'est un peu du bidouillage pour passer au travers de la difficulté des licences. Non, c'est du partage d'informations en amont, et c'est l'idée que peuvent très bien coexister à la fois la philosophie d'OSM est une philosophie de base partagée, donc par construction non monétarisée, et une philosophie qui consiste à dire que quand TUT utilise des données payées par vos impôts, il n'est pas totalement illogique que TUT contribue également effectivement à diminuer vos impôts. Oui, mais alors là, justement, TUT, il va pouvoir, il va pouvoir les utiliser. Pas plus, parce que les données Bano sont sous licence ODBL qui embêtent TUT, et TUT éventuellement achètera les adresses de la BD adresse de l'IGN. D'accord. Voilà. Et en plus,
Alors, c'est pas un bidouillage par rapport aux licences. J'en ai discuté avec des gens qui s'occupent des licences au niveau de la fondation d'OpenStreetMap. J'aurais vraiment expliqué la démarche et ils sont très intéressés par ce premier cas un peu particulier. Et puis, un contributeur OpenStreetMap qui ne voudrait pas que les données soient utilisées par l'IGN, il améliorera ses adresses dans OpenStreetMap directement. Ouais. Il n'est pas du tout obligé de passer par ce guichet. Donc c'est un guichet qui permet, avec une contribution, que ça parte à plusieurs endroits de façon automatique. Mais est-ce qu'on risque pas d'avoir des phénomènes de ce qu'on appelle les forks, de fourches? De toute façon, on est en train d'essayer d'inventer quelque chose face à des phénomènes sociologiques qui bougent énormément. Alors, on a eu la même chose sur le logiciel libre il y a 10 ou 15 ans, puis ça a fini par se stabiliser sur des modes de fonctionnement. On est de toute façon dans des changements sociologiques qui sont très profonds, et il faut arriver à essayer de trouver la façon de faire. Encore une fois, je crois que les deux logiques se défendent totalement et ne sont pas forcément incompatibles. Et ce qui nous semble important, et je crois que c'est vraiment ce qu'on partage avec OSM, c'est de dire, à un moment, il faut se mettre autour de la table. Chacun a ses valeurs, chacun a ses contraintes, et elles sont tout aussi légitimes les unes que les autres. Et comment arriver à faire évoluer un système pour pouvoir effectivement optimiser, je crois que... Alors, je vois que l'heure tourne. Et il y a assez de choses qui nous rapprochent pour qu'on mette de côté les choses qui ont tendance à nous séparer. Si je prends l'activité par exemple sur la Bano, donc ça fait que quelques semaines qu'on a démarré, ça nous a permis d'identifier des manques dans OpenStreetMap au niveau des rues, des noms de rues. On est à un rythme aujourd'hui entre 1500 et 2500 noms de rues qui sont corrigés par jour dans OpenStreetMap. Donc si on extrapole, si on maintient le rythme, c'est-à-dire, généralement, nos rythmes ont plutôt tendance à s'accélérer qu'à se ralentir. Ah ouais. Donc, si on maintient le rythme, à la fin de l'année, on aura terminé la correction des noms de rues qui manquent dans OSM. Donc, vous voyez, ça peut aller super vite. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est la masse. Si vous prenez une fourmi toute seule, elle ne fait pas grand-chose. Si vous prenez une fourmilière, c'est énorme ce qu'on arrive à faire. Alors, sur les autres sujets... J'attends que ça dure dans le temps derrière. Oui. Ça fait 10 ans que le projet a démarré, donc si... Après, il va falloir renouveler... il faut que les contributeurs aient toujours de l'intérêt, parce que c'est génial, j'imagine que c'est génial de partir avec son GPS et de ça y est, je vais mettre dans OpenStreetMap les routes autour de chez moi ou chez ma grand-mère ou du lieu qui m'intéresse. Maintenant que tout a été que c'est fait, etc., j'y retourne et je revérifie les trucs. C'est peut-être un petit peu moins motivant, ça. Alors que le salaire est toujours le même à l'IGN. C'est sûr que la correction et la maintenance des données est peut-être quelque chose d'un petit peu moins attractif, mais il y a aussi une sorte de fierté chez les contributeurs OpenStreetMap que les données près de chez eux sont bien à jour. Donc voilà, il y a... C'est vrai. Cela étant, nous, ce qu'on voit effectivement tous les jours, c'est que la vraie difficulté... ce que j'ai l'habitude de dire, en gros, c'est 550 000 km² et c'est ancienneté moyenne de 3 ans. Quoi. Et ça, on voit qu'à organiser dans le temps, c'est ça qui est compliqué. Mais pour le coup, je pense que le collaboratif peut apporter beaucoup parce que, je dirais, Christian le dirait mieux que moi, mais il y a des gens qui y passent beaucoup de temps. Et puis, il y a aussi des contributeurs qui savent simplement, tiens, là, je vois qu'il y a une erreur, je vais contribuer. Et ça, je suis persuadé qu'on peut arriver à le maintenir dans le temps. Et c'est bien ça qui, nous, à l'IGN, nous intéresse. C'est-à-dire, justement, c'est toute cette capacité, j'allais dire, de toute la population qui, à un moment, dit, ah zut, il y a une erreur, je contribue. Où on a une approche différente, c'est que nous, on pense qu'une fois que le citoyen a dit, ah là, il y a une erreur, je contribue, nous, il faut qu'on aille vérifier. Alors que la logique d'un dispositif collaboratif, c'est dire je laisse tel quel, et puis si c'est une erreur, il y a quelqu'un d'autre qui va venir corriger. Ce qui marche assez bien dans les zones denses, qui évidemment marche pas très bien dans les zones pas denses. Donc la logique, encore une fois, la logique et l'utilisation et le produit de sortie est pas le même si évidemment à 98% les informations que vous avez dans les bases de données sont les mêmes. Mais je veux dire, ça c'est pas grave. Il y a autre chose aussi dont je voudrais parler. En fait, nous, on anticipe quelque chose qu'on voit arriver de façon... ça va arriver. C'est-à-dire que le mouvement de l'open data est un mouvement de fond
qui prend petit à petit de l'ampleur. On a eu une première phase, on a eu une deuxième phase avec la nouvelle plateforme data.gouv. Va y avoir encore une troisième phase avec notre administrateur général des données. Donc vous voyez, les choses vont continuer. Moi, je suis persuadé que d'ici quelques années, une grande partie des référentiels et sûrement l'intégralité du RGE va passer en open data. Donc on essaye d'anticiper. Aujourd'hui, même si on a, on n'est pas encore dans cette situation-là, on se dit, ok, dans quelques années, il y a de fortes chances qu'on puisse vraiment collaborer de façon beaucoup plus intense. Et donc, on démarre sur des projets un petit peu annexes pour pouvoir déjà commencer à travailler, se mettre, apporter beaucoup plus les technologies du web, collaboratif dans la culture de l'IGN, et puis nous des concepts sur la qualité, sur des choses comme ça, qu'on a déjà intégré depuis longtemps, mais bon, on en apprend aussi. Voilà, et on essaye de voir quelques coups d'avance, quoi. Un dernier mot, Pascal, parce que le débat est vraiment loin d'être clos. J'ai 18 pages de questions en suspens. Mais... Non, mais juste une réaction sur ce que vient de dire Christian. C'est évident que le RGE, dans quelques années, sera en open data. Je veux dire, s'il y a quelqu'un qui fait un fil Twitter, là, c'est bon, vous pouvez y aller. Non, mais il y a encore 4 ans, la BD Topo, c'était quelque chose qui était vendu à tout le monde à un certain niveau de prix. Aujourd'hui, la BD Topo, pour les 3/4 des utilisateurs, parce que c'est quand même quelque chose qui est beaucoup utilisé dans le secteur public, c'est gratuit, sous licence Etalab. Et quant au quart restant, on vient de diviser les prix par 8. Donc, si vous voyez, moi, c'est un peu toujours ce que je dis dans les interventions, dans les colloques, etc. L'open data, pour l'IGN, c'est une réalité économique d'abord. Donc, nous, ce qu'on pense, c'est qu'effectivement, il y a des cycles, que quand on va générer de la donnée à valeur ajoutée, ça va être payant au début, et puis que très rapidement, effectivement, ça va être au moins gratuit pour certains, et puis très rapidement en open data. Donc, on est dans des cycles de ce type-là. A contrario, tout l'enjeu en termes de modèle économique, c'est de remplacer ces recettes-là, parce que bon, mes salariés, ils veulent toujours être payés à la fin du mois. Je ne sais pas pourquoi, j'arrive pas à leur expliquer que quand le marché diminue, il faudrait que je les paye moins. Tout l'enjeu, c'est d'arriver effectivement à développer des services sur les données qui permettent effectivement de retrouver un modèle économique. Donc c'est un peu la progression dont parlait Christian, c'est les choses ne se font pas en 5 minutes. Donc oui, je vous garantis que le RGE sera en open data quand, j'en sais rien. Et pas demain, c'est sûr. Ok. Merci beaucoup tous les deux. Pascal, vous serez encore là ce soir pour la table ronde. Et puis toute la journée. Toi, tu repars à quelle heure? Parce que je sais que c'est un peu compliqué. J'ai trouvé un train qui voulait bien me ramener, alors j'en ai profité. D'accord. Parce que le mien a été annulé. Donc tu repars... je repars après déjeuner. D'accord. Mais tu es là quand même à déjeuner? Je suis là à déjeuner. Donc ça permettra de discuter. Merci beaucoup. On va tout... Juste une petite chose, pendant qu'on parlait, quand même, j'aime bien donner des chiffres comme ça, on a 237 contributeurs qui ont rajouté 76 599 objets dans notre base de données. Voilà. Pascal, est-ce que vous avez un tableau de bord comme ça sur votre bureau? Oui, bien sûr. D'accord, ok. Je veux le voir.